Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Média TV. Nous sommes le lundi 19 octobre 2020 et justement aujourd'hui, ce sujet qui concerne nos enfants et leur santé, leur bien-être. Justement, les enfants du monde entier, puisque c'est un sujet, on va dire, qui concerne à travers le site de l'UNICEF, on a pu le voir. C'est vraiment un sujet transversal à tous les pays du monde. On va parler de quoi? On va parler d'éducation sexuelle dans quelques instants, mais on va parler aussi de violences sexuelles sur mineurs. Quelles séquelles avec Dr Nawal Idrissi Khamnechi, pédopsychiatre et psychothérapeute. Bonsoir docteur, vous allez bien? Docteur Khamnechi, vous êtes là. Bonsoir docteur, vous allez bien? Oui. Oui. Alors, oui, je vous entends. Bonsoir. Très bien. Ça va, je vous remercie. Avec plaisir. Alors tout à l'heure, on aura avec nous Madame Camélia Zakaria qui est psychothérapeute, psychologue, sexologue. On parlera avec elle de l'éducation sexuelle, cette piste que proposent pas mal de professionnels justement. Bonsoir Camélia, comment ça va? Bonsoir Yasmine, toujours ravie de te revoir. Le plaisir est partagé. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors, je retrouve tout de suite le docteur Nawal Idrissi Khamnechi, pédopsychiatre, et on va essayer de comprendre un peu plus cette histoire de violence sexuelle sur mineurs. D'abord, c'est quoi au juste? Pourquoi on ne parle pas de viol, mais on parle de violence sexuelle sur mineurs, docteur? Alors, on parle de violence sexuelle sur mineurs parce que déjà, violence sexuelle ne veut pas dire que viol. Il y a aussi différents stades. Ça va du harcèlement verbal jusqu'au viol. Et donc, dans la violence sexuelle, il y a avec contact physique, sans contact physique. Sans contact physique, ça peut aller du harcèlement, propos sexuels, exhibitionnisme, pornographie. Ça, c'est aussi de la violence sexuelle. Et puis, il y a aussi la violence sexuelle avec contact physique. Ça peut être ou avec violence ou sans violence. Et c'est pour ça qu'on parle plus de violence sexuelle et qu'on utilise plus ce terme. Alors, on n'a pas de chiffres, je pense, au niveau du Maroc. Vous allez répondre justement à cette question dans un petit moment, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un problème qui touche le monde entier. Alors, par exemple, selon l'OMS, en 2002, 150 millions de filles et 73 millions de garçons de moins de 18 ans auraient eu des relations sexuelles sous la contrainte ou subi d'autres formes de violences sexuelles impliquant notamment en contact physique. Donc, par rapport au Maroc, est-ce qu'on a des chiffres concrets ou bien est-ce qu'on peut parler d'estimation? Où en est-on exactement, docteur Khamnechi? Alors, actuellement, on n'a pas de chiffres officiels. La dernière étude que j'ai en tête, c'était c'est-à-dire une étude qui a été publiée en 2014, qui a été faite par l'UNICEF, l'association MN et le CNDH. C'était une étude nationale sur la violence sexuelle à l'encontre des enfants. Et là, ils avaient trouvé que environ 11 599 cas de violences sur mineurs étaient faits entre 2007 et 2012. Et qu'il y avait environ 70% c'était des filles et 30% des garçons. Mais depuis, on n'a pas d'autres études et on n'a pas de chiffres officiels. C'est vrai que là, on entend plus, mais c'est plus à travers les réseaux sociaux parce que la violence sexuelle a toujours existé. Mais effectivement, il nous faut des chiffres. Il faut quand même qu'on arrive à avoir des chiffres pour pouvoir mettre en place différentes choses. Alors justement, cette violence sexuelle à l'égard des enfants, c'est bien sûr un fléau, mais comme pour tout fléau, est-ce qu'on a, on va dire, des profils types, des enfants, on va dire, d'emblée fragilisés face à cela, où ça peut toucher n'importe quel enfant? Alors, ça peut toucher n'importe quel enfant, mais c'est vrai que les enfants qui sont le plus à risque, ce sont les enfants dont les conditions d'existence sont mises en danger. Mise en danger, ça peut être au niveau de sa santé, c'est-à-dire par exemple un enfant qui a un handicap, qui a du mal à se défendre ou qui n'est pas dans le langage oral, qui a du mal à exprimer, dans sa sécurité, quand il y a une mise en danger dans sa sécurité, c'est-à-dire qu'il est dans un environnement qui n'est pas sécure, où il n'est pas surveillé, il est livré à lui-même, mais aussi quand il y a mise en danger de son éducation, c'est-à-dire que l'enfant n'a eu aucune information par rapport à par exemple l'éducation sexuelle, sur ses droits, sur le fait que c'est son corps et que personne n'a le droit de le toucher. Donc tous les enfants sont
à risque, mais les enfants qui sont le plus à risque, ce sont ceux qui sont mis en danger dans leur santé, leur sécurité et leur éducation. Donc l'éducation est importante, ça rejoint un petit peu ce que préconise l'OMS qui dit qu'il appartient aux États et aux familles de prévenir les abus sexuels contre les enfants et de créer un environnement propice pour préserver l'avenir de l'enfant. Donc on parlera justement de l'éducation sexuelle et de son rôle de prévention dans quelques instants. Mais si vous permettez, alors quels sont les signaux d'alerte pour les parents ? Comment un père, une mère qui nous regarde ce soir peut se dire attention, voilà le signal d'alerte ou les signaux d'alerte auxquels il faudrait faire attention pour mes enfants, pour nos enfants? Alors, il y a différents signaux, mais déjà, moi, ce qui me paraît très important, c'est déjà être à l'écoute de son enfant. C'est quand l'enfant verbalise quelque chose qui est en lien avec le fait qu'il ait subi tel type de violence sexuelle, il faut être à l'écoute et ne pas banaliser. Quand on voit un comportement de l'enfant qui change avec des comportements de peur ou des comportements très sexualisés par rapport à son âge, c'est vrai que là, ce qu'on voit aussi, c'est l'accès c'est-à-dire sur le net, où les enfants vont sur différentes vidéos et des fois même, ils peuvent avoir accès à des vidéos pornographiques et donc là, c'est là où je demanderais aussi aux parents de faire attention parce que il faut quand même une vigilance par rapport aux enfants qui ont accès au net, surtout les petits, c'est-à-dire qu'ils soient vigilants. Mais là, quand on voit un comportement de l'enfant qui change, il faut se poser des questions et aller petit à petit écouter l'enfant, le mettre en confiance, le rassurer. Et bien sûr le déculpabiliser parce que souvent un enfant quand il subit une violence sexuelle il culpabilise, il dit c'est peut-être à cause de moi que j'ai eu ça, c'est de ma faute et donc le déculpabiliser et le laisser parler. Il faut vraiment être à l'écoute des enfants à ce qu'ils puissent verbaliser sans peur quand il y a s'il a subi tel type ou autre de violence sexuelle. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure, Dr Khamnichi, qu'il existe deux types, bien sûr, de violences sexuelles, celle avec contact et celle sans contact. Et souvent, quand nous, les adultes, on perçoit plus, on va dire, on considère plus la violence avec contact comme véritable violence, comme celle qui va impliquer, engendrer le plus de dégâts. Est-ce que celle sans contact physique est aussi dangereuse pour la santé mentale des enfants ? Oui, ça entraîne autant de dégâts qu'avec violence physique. Bien sûr, ça dépend du profil de chaque enfant, de ses capacités, mais qu'il y ait violence ou pas, c'est-à-dire physique, accompagnée de violence sexuelle, ça impacte l'enfant, ça l'impacte psychologiquement, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme qui peut toucher toutes les sphères de l'enfant par la suite. Ça peut être des troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, de l'angoisse, dépression, troubles des apprentissages, troubles dans le développement. Donc ça peut impacter l'enfant dans tout, quel que soit le type de violence sexuelle. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et surtout quand je dis ne pas déculpabiliser l'enfant, on le voit surtout pour les enfants qui n'ont pas subi de violence physique mais qui ont subi une violence sexuelle, de culpabiliser se disant c'est à cause de moi, j'ai accepté, alors que non, bien sûr ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de la personne qui lui a fait subir ça. Ok, alors justement, si on abordait les séquelles, j'imagine qu'il y a deux formes de séquelles, celle sans prise en charge et celle avec prise en charge. Est-ce que la prise en charge d'emblée, on va dire, efface complètement les séquelles de toute forme d'abus ? Alors, plus on prend en charge précocement l'enfant, mieux c'est pour lui, parce que ça améliore le pronostic, parce qu'il y a des thérapies pour tout ce qui est aussi traumatisme, parce que c'est une forme de traumatisme. Et là, ce qui est très important, c'est que dans la prise en charge de l'enfant, c'est ne pas se focaliser que sur le côté physique, mais aussi le côté psychologique, parce qu'il a été touché dans son intégration et physique et psychique. Et donc la prise en charge psychologique est très très importante, l'accompagnement de l'enfant, mais aussi l'accompagnement de la famille, parce que même pour la famille, ce n'est pas évident. Et puis autre chose qui est très importante, c'est déjà quand on reconnaît, c'est-à-dire que l'enfant a subi une violence sexuelle, qu'on le déculpabilise, déjà on est en train d'aider cet enfant. Quand on signale et quand l'agresseur est puni
sévèrement par la loi, l'enfant est aussi aidé dans ce sens. Donc c'est pour ça que c'est très important que l'enfant voit qu'il a des droits, qu'il y a des lois qui le protègent et que l'agresseur doit être sévèrement puni pour ce qu'il lui a fait subir. Et puis bien sûr, dans la prise en charge de l'enfant, il faut qu'il y ait une coordination entre les différents professionnels, c'est-à-dire le médecin légiste, le pédiatre, le pédopsychiatre, psychologue, l'assistante sociale, mais aussi le côté juridique, coordination avec les gens de la police, du ministère de la Justice, pour qu'il y ait toute une coordination et que ça se passe de manière plus fluide pour l'enfant. Alors ça, c'est pour les séquelles et justement comment éviter, je pense que... Bah, merci Dr Khamnechi. On va dire que ce sont les petits aléas du direct et de la distance. Oui. Maintenant, comme on l'a dit en début d'émission, c'est un fléau mondial. C'est un fléau mondial qui touche, on va dire, les quatre coins du monde. On l'a dit, les enfants du monde entier malheureusement. Mais est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être efficaces dans notre contexte à nous, Africains et Marocains ? Oui, alors les mesures qu'il faut pour c'est-à-dire à mettre en place dans les cas c'est-à-dire pour protéger ces enfants, c'est premièrement la prévention qui est le socle le plus important. Et dans la prévention, c'est informer et sensibiliser. Informer et sensibiliser les parents, les enfants, qui est une éducation sexuelle pour les enfants, qui comprennent que leur corps leur est propre et que personne n'a le droit de toucher leur corps. Il faut lutter contre les cyberviolences, aussi informer les enfants de leurs droits, ça aussi c'est important, mais aussi faire une formation de professionnels de la santé, de l'éducation, de la police judiciaire et de la justice, faire de nouvelles campagnes de sensibilisation, aussi créer un numéro national unique où les victimes peuvent appeler, et puis même pour signaler qu'il y ait un signalement qui soit possible anonyme, mais aussi faciliter l'accompagnement des enfants, c'est-à-dire victimes de violences sexuelles, c'est faciliter cet accompagnement et leur faciliter le circuit avec une création de structures d'accueil spécialisées et d'écoute des enfants. C'est vrai qu'il y a déjà des mesures qui ont été mises en place par rapport à mise en place de cellules d'écoute au niveau des hôpitaux, au niveau c'est-à-dire des tribunaux, qui a déjà un numéro vert qui a déjà été créé, mais là il faut aussi ce qu'il faut aussi mettre en place, c'est qu'il y ait des peines exemplaires pour les agresseurs envers les enfants, et puis la nécessité d'avoir un système efficace de recueil des données, c'est-à-dire qu'il y ait une coordination entre les différents ministères, entre la police, la justice, la santé, c'est-à-dire vous, en tant que médecin, ce volet, un recueil de données afin qu'on puisse... Oui, parce que c'est important, parce que ça nous permet de voir la réalité de ce qu'il en est et voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Parce que on sait qu'il n'y a pas tous les cas de violences sexuelles sont signalés déjà, et qu'il y a des parents aussi qui décident d'eux-mêmes de ne pas aller vers les professionnels. Et là, on peut voir toutes les complications qui peuvent arriver chez l'enfant. Mais le fait d'avoir un recueil de données, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qui met en difficulté ces petits et comment éviter tout cela. Eh bien, merci beaucoup, Dr Nawal Idrissi Khamnechi. Vous êtes pédopsychiatre, psychothérapeute. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation Non se dit tout de Média TV. Je sais que l'affaire du petit Adnan est pour vous la goutte qui a fait déborder le vase et qu'il faut absolument réagir justement au maximum et mobiliser les compétences de tout un chacun. Vous l'avez dit également, l'une des pistes pourrait être l'éducation sexuelle pour les enfants, donc de la prévention qui est aussi recommandée par l'OMS. Pour en parler justement, pour en savoir plus, c'est un sujet qui fait peur aux parents, c'est tabou. Et comment dédramatiser la situation, comment la démystifier en quelque sorte? Eh bien, c'est avec vous, Madame Kamelia Zakaria. Vous êtes psychologue, sexologue. Bonsoir, Madame. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie, Yasmine. Merci pour l'invitation encore une fois. Avec plaisir, Kamelia. Donc, d'abord, cette question d'éducation sexuelle, est-ce qu'elle a fait ses preuves déjà? Est-ce qu'on sait que ça marche?
Oui, on sait que ça marche. D'autres pays ont déjà commencé dans les écoles justement à prodiguer des cours d'éducation sexuelle. Je parle des pays scandinaves. Je parle aussi des pays, certains pays, certains États plutôt aux États-Unis. Effectivement, ça donne des résultats. Mais encore une fois, quand on parle d'éducation sexuelle, il faut au moins pouvoir définir un peu ce que c'est. Alors, beaucoup de parents vont retenir sexuel, mais pas forcément l'éducation, alors que l'éducation sexuelle va faire partie d'un tout. Et donc, le fait de prodiguer des informations, un enseignement, va permettre justement la sensibilisation et l'information dans le cas où il y aurait un abus sur enfant, comme on l'a déjà vu avec le petit Ednan. En fait, cette question-là, elle est à chaque fois relancée lorsqu'il y a un événement tragique, mais malheureusement, le débat est de tout temps et tout moment, et on espère véritablement qu'il puisse y avoir une avancée, même au niveau du Maroc. Donc, je rejoins Dr Khemlichi dans sa bataille par rapport à ça. Donc oui, ça donne des résultats. Alors, vous l'avez dit, les parents vont plus se concentrer sur sexuel que sur éducation. Or, c'est une forme d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a une pédagogie, c'est basé sur un principe scientifique. Pour vous, en tant que spécialiste, ça passerait par quoi ? Ça devrait passer par quoi, justement ? Écoutez, il devrait y avoir, dans l'idéal, un pont entre l'école et la maison, bien évidemment, parce que comme on le sait, l'école, ils vont plus informer sur la biologie et l'anatomie, donc on va avoir des cours de reproduction, ce qui n'est pas sans mal, ce qui peut être très intéressant aussi pour les enfants, comme on le sait en CM1, mais aussi au collège et au lycée, à chaque fois on a des cours de reproduction, mais à la maison, on va parler de choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'intime. Donc le fait d'avoir des cours d'éducation sexuelle peut englober un peu ces deux choses et donc parler à l'enfant de l'intégrité, justement, son intégrité physique, mais aussi son intégrité psychologique. Donc le but de l'éducation sexuelle, c'est d'informer justement sur son anatomie, informer sur son corps, mais aussi sur tout l'aspect intime lié justement à la notion de respect, lié à la notion de consentement, mais aussi lié aux relations homme-femme, justement, chose qui, pour beaucoup de parents, est tabou ou embarrassant. Donc, ils se retrouvent très rapidement dépourvus lorsqu'il s'agit justement d'aborder les grandes lignes de l'éducation sexuelle avec leurs enfants. Mais je pense, Camélia Zakaria, corrigez-moi si je me trompe, cette histoire d'éducation sexuelle et ce pont dont vous parlez à la maison ne va pas venir s'installer comme un cheveu sur la soupe, en fait. C'est aussi la place qu'on a donnée à cet enfant au sein de sa famille, de sa société, sa possibilité de s'exprimer, pas d'être l'enfant roi, mais d'être un individu respecté. On ne peut pas demander à un enfant qui ne s'exprime pas, à qui on dit tout le temps « tais-toi, tu ne peux pas parler » ou « tais-toi, c'est pas pour toi », de venir s'exprimer par rapport à un point aussi sensible et délicat. Mais Yasmine, de toutes les manières, vous allez le remarquer, les enfants, ils sont toujours curieux. Donc, à partir de l'âge de 3 ans ou un peu plus, déjà, ils font un peu la différence. Ils font la différence entre la différence des sexes. Ce que c'est qu'un garçon, ce que c'est qu'une fille. En même temps, ils peuvent poser des questions aux parents et c'est peut-être là une opportunité pour les parents pour pouvoir justement aborder la discussion. La question de comment on fait des bébés, d'où est-ce que je viens, ou si jamais la maman elle est enceinte. En fait, le but, quand on dit parler d'éducation sexuelle, c'est pas convoquer l'enfant, mais saisir les opportunités, comme par exemple lors d'une douche ou justement lorsque l'enfant pose des questions, pour pouvoir lui répondre. Donc oui, pour qu'un enfant puisse poser des questions alors qu'on sait pertinemment qu'il est doté de curiosité, il faut aussi qu'il soit dans un environnement qui lui permette justement d'avoir une pensée et un langage élaboré, et non pas le brimer ou le culpabiliser à chaque fois qu'il va poser une question par rapport à ses parties génitales ou par rapport à son corps, ou ce que fait tel ou tel animal qu'il a pu voir dans la rue. Donc c'est justement pouvoir lui donner cet espace de parole qui lui permettent de poser des questions, mais aussi qui lui permettent de revenir si jamais il a une incompréhension ou si jamais il a été victime d'un harcèlement ou d'un abus. Alors, à travers vos consultations dans votre cabinet, j'imagine que vous rencontrez bien sûr des enfants malheureusement victimes de violences, de ce type de violence sexuelle. Est-ce que parfois vous vous dites on aurait pu lui épargner ça avec plus de communication, plus de sensibilisation, plus d'information, oui, tout simplement à cet enfant? Clairement, je serais tentée de vous dire que je rencontre beaucoup plus les adultes qui ont été victimes d'abus sexuels, parce que eux, justement, ils ont fait la démarche de venir consulter, que les enfants. Maintenant, il faut savoir que très souvent, les parents,
lorsqu'on leur demande de parler justement d'éducation sexuelle à leurs enfants, ils sont soit dépourvus, et donc ils ont une incapacité à pouvoir simplifier les termes pour parler d'éducation sexuelle. Et même dans ce cas-là, on leur dit « vous n'êtes pas expert » et rien ne vous empêche justement d'aborder le sujet directement avec votre enfant. Ou bien, deuxièmement, ils vont penser que l'enfant est trop petit ou trop jeune pour qu'on puisse aborder avec lui le sujet. Et en troisième point, ils peuvent se dire que justement, si le fait d'aborder tout ce qui est en rapport avec la sexualité de loin et de près est embarrassant pour eux, justement, ça va être, si ils l'abordent, ça va être vraiment un aléa ou une ouverture pour une forme de débauche. À partir du moment où on va en parler, il n'y aura plus de respect. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, pourquoi est-ce que je vous ai parlé d'adultes qui vont venir consulter, donc tout comme les enfants, souvent ces enfants-là, il y a eu des séquelles. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir justement une consultation auprès du pédopsychiatre, ou auprès du pédiatre, et in fine aussi auprès du psychologue. Donc souvent, quand on demande justement aux enfants pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas parlé, soit ils vont dire qu'ils ont eu, on va retrouver justement cette notion de honte et de tabou, par rapport justement à leur partie génitale, par rapport à leur corps, quelque chose justement qui n'a pas forcément été préparé au niveau de la maison. Comme je disais, il suffit juste des moments de douche pour parler de l'enfant de son corps, de lui dire, tu sais, voilà, c'est ton corps, il t'appartient. Et les parties justement qui sont cachées, par exemple par le maillot, ce sont ces parties-là qui t'appartiennent, qui sont secrètes. Et personne n'a le droit d'y toucher, mis à part papa, maman, et ne pas oublier le médecin traitant. C'est à partir de ce moment-là où vous allez intégrer l'étranger. Il faut qu'ils comprennent qu'un étranger peut le toucher, mais généralement, c'est le médecin. Ce qu'on oublie aussi de dire à l'enfant, donc au mieux, on va lui faire une éducation sexuelle, justement, comme je viens de vous dire, mais on ne leur dit pas comment est-ce qu'il faut réagir, justement, si jamais ils sont victimes d'abus. On ne leur apprend pas comment il faut justement se comporter, il faut dire non, il faut peut-être pousser l'autre, il faut aller voir la maîtresse si jamais c'est à l'école, il faut venir voir les parents. En fait, on va leur donner justement des informations avec une notion de, effectivement, personne ne doit toucher ces endroits-là, et à partir de là, on s'arrête au lieu de continuer justement le processus éducatif et de lui dire, tu sais, dans le cas où ça t'arrive, que ce soit un harcèlement verbal, si quelqu'un te dit, t'insulte, te parle de ceci, te touche dans tes parties génitales, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Donc, finir justement ce process. Donc, ce que je vais retrouver chez les enfants, c'est justement cette notion de honte et de tabou. On va retrouver aussi le manque de mots, comme vous l'avez très bien dit, mais surtout, on va retrouver des enfants qui n'avaient pas du tout conscience qu'ils étaient abusés. Et pour moi, c'est la pire aussi des situations. C'est qu'à un moment, ils ne sont même pas en état de conscience de se dire que justement ce corps-là leur appartient et que quelqu'un en a abusé. Donc c'est ce qu'on va retrouver justement chez les adultes qui par la suite vont culpabiliser par rapport à cette existence ou par rapport à cet événement traumatisant de ne pas avoir eu quelqu'un à en parler ou quelqu'un qui aurait pu signaler justement cet abus. Alors brièvement, Camélia, si c'est possible, vous dites qu'il y a des enfants qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont abusés. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir un exemple dans quel type de contexte ? Par un proche. Très souvent, on va avoir un proche qui va abuser justement l'enfant et ça va être masqué ou maquillé à travers un jeu. C'est le retour qu'on va avoir à chaque fois. Et donc, c'est la maman qui va peut-être s'en rendre compte en changeant justement changeant l'enfant ou voir qu'il y a justement des séquelles corporelles ou parfois même le pédiatre. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir justement le corps de l'enfant va s'exprimer d'une certaine manière. Ça peut être soit une dépression, soit parfois des troubles de conduite alimentaire. Mais en tout cas, l'enfant n'aura pas forcément conscience que ce qui lui a été fait est mal. Vous voyez, c'est en ça justement que l'éducation sexuelle va être importante. Et donc, j'en appelle véritablement aux parents, combien même on n'est pas expert, si jamais votre enfant vous pose la question par rapport à la sexualité ou que voilà, vous êtes là en train de voir un film et qu'il y a une scène, saisissez l'occasion justement de pouvoir en parler à votre enfant en étant serein. Si votre enfant vous pose la question et que vous n'avez pas réponse à ça, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Allez-y, allez chercher, allez voir l'information et revenez vers lui en lui disant écoute, en ce moment-là, je ne suis pas en mesure de te répondre, mais je te donne rendez-vous justement ce soir et on pourra en parler, toi et moi, librement. Le fait de donner justement, de donner ce moment de qualité teinté justement d'éducation sexuelle va donner justement à n'importe quel parent ce sentiment de devoir
accompli, d'avoir Alors, on fait sort ce un qu'il y petit avait peu à de faire. cet esprit de va chercher un verre d'eau pour flouter, pour le détourner du sujet. Merci beaucoup, Tout à Camélia fait. Zakaria. Merci à vous. Merci à vous. infiniment d'avoir été là avec ces Je vous en explications. prie. Pour les parents qui peuvent retrouver ce soir à 22h30 sur Médien TV, sur notre site mediantv.com. Je remercie également Dr Nawalé Khamnichi, pédopsychiatre et psychothérapeute qui était là pour les violences sexuelles sur mineurs. Quelles séquelles. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Je vous retrouve demain 15h30 sur Médien Radio et 18h30 sur Médien TV. Au revoir, bonne soirée.